bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mars. Nous avons plusieurs annonces à vous faire et donc je vais immédiatement passer la parole à Myriam. Myriam. The Commission has today extended until the end of June the transparency and authorization mechanisms for exports of vaccine for COVID-19. This export authorization mechanism continues to apply only to exports from companies with whom the European Union has an advanced purchase agreement. These advanced purchase agreements commit the vaccine producers to deliver to EU member states a pre-agreed number of vaccines. Those countries most in need in our neighborhood will continue to be exempted from the application of this instrument. The new regulation simplifies the procedure by allowing the grouping of exports to different final recipients in the same country in one single request. It also provides clarity by identifying the costume codes for the active substances covered by the measure. Since the entry into force of these mechanisms, 249 export requests to 31 different countries have been granted for a total above 34 million doses, as they did not threaten the contractual arrangements between the EU and the vaccine producers. Only one export has been refused. This shows that the EU continues to be a leading provider of vaccines around the world. You will find further information in our press release and our daily news. Merci beaucoup Myriam. Puis Viviane a une annonce sur un grand paquet de fonds additionnels pour aider les États membres dans leur lutte contre le coronavirus. Viviane. Merci Eric. Good afternoon. Today the European Commission has proposed a package of almost 530 million euros in financial support under the European Solidarity Fund. With this, we will support 17 member states and 3 accession countries in their efforts to fight the coronavirus pandemic. Specifically, the fund will contribute to public expenditure on medical and personal protective equipment, emergency support to the population, and the prevention, monitoring and control of the spread of the disease. And it's based on the applications submitted by the member states last year. The package now needs to be approved by the European Parliament and the Council before the financial aid can be dispersed. And as usual, you can find more information in the press release in our daily news today. Thank you. Thank you, Viviane. Now over to Balázs, who has news on additional solidarity support provided between member states. Indeed, good afternoon. So the EU Civil Protection Mechanism continues to function as a key channel of solidarity between member states, but also between the EU and third countries. In reaction to the request of Slovakia for medical staff to help treat COVID-19 patients, Denmark has now offered 3 doctors and 5 nurses via the mechanism. Belgium has also offered a medical team of 4 to the country. Now, in addition to that, Spain and France are also deploying emergency support to Equatorial Guinea via the Civil Protection Mechanism, following a series of fatal explosions at a military base in Bata. The assistance, among others, includes a Spanish medical team specialized in trauma and surgery, and a French medical post with a capacity to treat 250 heavily wounded people. Now, of course, we stand ready to provide further assistance. Thank you very much, Balázs. And now we have Adalbert with an announcement on the European Day of Remembrance of Victims of Terrorism, which is today. En effet, aujourd'hui est la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Tous les ans depuis 2004, cette journée est destinée à commémorer les victimes du terrorisme dans le monde entier. Elle marque également l'anniversaire des attentats à Madrid il y a 17 ans, qui ont coûté la vie à 193 personnes et blessé des milliers d'autres. Un événement commémoratif organisé par la Commission se déroule aujourd'hui à Madrid. La commissaire Johansson y est présente afin d'écouter les témoignages de victimes et de premiers intervenants, ainsi que pour présenter l'action de la Commission pour combattre le terrorisme et pour soutenir les victimes. Le commissaire Reinders participe également à travers un message vidéo. L'événement est transmis en direct sur IBS
et le discours de la commissaire sera disponible en ligne. Je vous invite également à consulter la déclaration que la Commission a publiée hier à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup, Adalbert. Et finalement, permettez-moi de vous rappeler que les ministres de la Justice tiennent aujourd'hui une visioconférence informelle, à laquelle participent les commissaires Didier Reynders, Thierry Breton et Ylva Johansson pour le compte de la Commission. Les ministres discuteront notamment de la conservation des données de communication électronique et du progrès du travail de la Commission en vue du rapport sur l'état de droit de l'année 2021, ainsi que de 2 décisions d'adéquation sur le transfert de données personnelles au Royaume-Uni. Ils feront également le point sur la mise en place du parquet européen et sur la lutte contre les contenus illicites en ligne, dans le contexte de la proposition de législation sur les services numériques. Le commissaire Reynders participera à la conférence de presse cet après-midi vers 16h45. Et avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. Et je passe la parole, comme hier, je crois, en premier à James. James, you have the floor. Good afternoon, Eric. James Frainie from the Daily Mail. Just on vaccines, obviously. How well are the talks going with the United States with regards to vaccines? Joe Biden, the president, said last night that his strategy is to take care of Americans first. So I'm just wondering how that fits in with your order with Johnson & Johnson. And if I could put in a preemptive request for a follow-up. Thank you. Well, then why should I answer the first question? Listen, we discussed this extensively yesterday, James. We took note of the statements that have been made about the US strategy. And I said here on the podium that Thierry Breton is in talks with his counterpart because whatever the legal situation in the United States, we want to work on the ground with the United States to keep the supply chains open. Now, you'll forgive me, but we're not going to give you a day-by-day account of the contacts with the United States. Let me just say that they are ongoing. So let's go to your preventive follow-up. Yeah, I mean, Biden also said last night that we have to, quote, treat this like a war by putting patriotism and public health first. And I mean that literally, end quote. So this doesn't sound like a president that's going to be, overseeing the mass export of Johnson & Johnson vaccines to Europe, I would say. What's your take on that, please? I have nothing to add to what I've just said, James. And as you know, we do not comment on the comments of foreign leaders. So let's just leave it at that. Okay, let's continue on the issue of vaccines. Lise. Yes, can you hear me? Yes, go ahead, Lise. Great. Yes, I have a question regarding the vaccines. 3 questions, actually, if I may. Because as you might know, the Danish health authorities today suspended vaccination with AstraZeneca as a precautionary measure due to possible serious side effects in the form of blood clots, if I understand correctly. And this comes after 5 other EU countries also suspended the use of the vaccine. So first of all, I would like to know if the Commission would recommend other countries to take similar precautionary measures. Also, what does this mean for the EU's overall plan? And does it worry you that this could have consequences for the rollout of vaccines in the rest of Europe? Thank you. Thank you. I'm going to pass the floor to Stefan on these questions. Stefan. Thank you very much for this question. Well, we follow the science, which means in this case that we follow the advice and the opinion of the European Medicines Agency. The European Medicines Agency is following closely, of course, the use of the vaccines in the different member states. I remind you also of the fact that one of the advantages of having a market authorization following an opinion by EMA is that companies continue to have the obligation to closely monitor the use of the vaccines and stay in touch with EMA so that this monitoring can take place. So we follow monitoring of EMA, and we will follow the advice that EMA may issue on this particular topic. I draw your attention to the fact that yesterday EMA has adopted a
a preliminary view on the case in Austria, if I'm not mistaken, where they said there was no specific indication that the vaccination led to these conditions. We will follow on this regard the EMA's assessment, which is, of course, better placed, having all this scientific framework to make this assessment. Thank you. Thank you. I suppose that the hands that are raised are all on the issue of vaccines and vaccination, so we continue on that subject. Oliver, you have the floor. Yeah, hi, Eric. Hi, Oliver. I'm sorry, but I think James' question was absolutely legitimate, and it's not a matter of commenting on comments. In what form are you going to inform us about the process and the negotiations with the United States government? I mean, you've been applauding the new government, calling it pro-European, and we're going to, turn a new chapter and so forth. This is now a question of vital interest to Europe, the matter of vaccines. So if you don't make progress there, then this is not simply a matter of commenting on comments. It's politically important. And secondly, the Hungarian government announced that it's going to send a letter to you and ask you for the publication of all the purchase agreements you signed with vaccine companies. What do you intend to do with this? Thank you. Thank you, Oliver, but you're putting words in my mouth that I did not use. I certainly never said that the question from James was not legitimate. These questions are all perfectly legitimate. What I said was that we were not going to give a blow-by-blow account of the discussions that are taking place with our American partners. Let me remind you that the first contact between Thierry Breton and his counterpart was only at the beginning of the week, so not even 3 full days ago. So, of course, I understand the interest that everybody has in following these discussions, but we will communicate when there is something concrete that we can communicate on these discussions. And I think that is also perfectly legitimate. On your second question, I will pass the floor to Stéphane. My apologies, I did not understand the question very well. Would it be possible to repeat? Oliver, I ask you to repeat your question. Gergely Guláš is going to... Sorry, hi. Does it work now? Go ahead. Yeah. The question is Zoltán Kovács, the spokesman of Prime Minister Orbán, tweeted, I think an hour ago, something that Gergely Guláš, I think he's the minister in the Prime Minister's office, is going to send a letter to you asking the Commission for publication of the full content of all your advance purchase agreements. What do you intend to do with this? Thank you. With this request. Stéphane. Yeah, I'm really sorry. Maybe there's something wrong with my audio, but... Look, now I will answer the question. Oliver, we will need to come back to you on this question because we're not aware of this letter as far as I know, which, if I understand you correctly, has not even been sent yet. But 2 things. The first thing to remember is that our advance purchasing agreements were negotiated and were negotiated with the member states and approved by the member states. So the member states themselves have got the contracts. Now, it is true that there is a difference possibly between the member states having full knowledge of what is in these advanced purchasing agreements, which they do, let me emphasize this, and the full publication of the contracts. As you know, the Commission is doing its utmost within the constraints of the contractual arrangements that we have found with the companies to publish as much detail on the contract as possible. We have already published a certain number with limited redactions, and we will continue to strive down that route. Sándor. Actually, the same topic of the Hungarian request. I know you're not aware yet about the letter, but I would like to understand, first of all,
whose interest is it that the contracts are made secret, and what is the process if, for example, one member state is willing to publish the contracts which are regarded to them? And would you be okay actually to publish them? Are there any details that might not be published in any case? Sandor, yes. The contracts that we signed are binding on the member states as well. So member states are not in a position to simply publish the contracts of their own initiative. If that were the case, they would have already done so, I suppose. The fact is that during the negotiations with the companies, as you know, commercial interests were obviously part of the negotiation process, and that led the companies to request, as is very often the case in such negotiations, that the contracts remain partially confidential. As you know, we have been making efforts to ensure publication of the largest possible part of the contracts possible. Of the largest possible part of the contracts. Obviously, we have always said that there are limited clauses which, for security-related reasons, might need to remain confidential. But for the rest, we, as far as we were concerned, were very open to publication of the rest of the contracts. But we are bound, of course, by the agreement that we have signed with these companies, unless we can find an agreement with them. Quentin. Oui, bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Absolument. Super, ma connexion est un peu étrange aujourd'hui, donc je m'excuse si je coupe. Ce serait pour avoir des détails sur l'extension du mécanisme au niveau de la transparence pour les exportations de vaccins. Je suis en train de lire les décisions et j'ai l'impression que vous avez rajouté des substances actives dedans. Donc en plus des vaccins. Et la question c'est, est-ce que maintenant ce que vous avez rajouté couvre en fait toutes les substances actives pour le vaccin, ou est-ce qu'encore certaines substances sont encore hors de ce mécanisme? C'est substances et ingrédients par exemple. Merci. Quand une question pour Myriam. Merci. On n'a pas rajouté des substances, on a juste rajouté les codes douanières pour avoir clarté de quelle substance il s'agit, pour avoir plus de transparence, mais on n'a pas changé les contenus. Quentin, tu as une question de suivi? Oui, excuse-moi, dans ce cas, j'avais mal compris, je m'en excuse. Mais le président Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État européens se posaient la question d'élargir ce mécanisme aux substances et aux autres ingrédients du vaccin. Comment ça se fait que la Commission n'a pas pris ça en considération, et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Je peux juste confirmer que depuis le début, toutes les substances faisaient partie. Ce n'était pas que les vaccins produits finaux, mais c'était aussi les substances actives et les substances qui ne sont pas encore dans les paquets finaux, les packaging. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles qu'il y ait des demandes particulières pour ajouter des substances. Et pour rappel, cette décision a été largement discutée avec les États membres avant son adoption par la Commission aujourd'hui. Bruno. It's very useful. Thank you for publishing some of the details on exports from this mechanism. As you said right at the beginning, it's supposed to be about transparency, so that's extremely welcome. Thank you. And just looking at the press release, the figures there seem to be taken from this weekly vaccine digest that the Commission produces. It seems to be taken from the one that was given to COREPER yesterday. Now, what I'd just like to ask about some of the figures that are in the digest that aren't in the press release. So in the digest, we know the amount of doses that were delivered within the
EU. We know on, say, for example, on March the 3rd that it was 51.4 million doses. Can you tell us the 9th of March figure for how many doses were delivered to the EU? 34 million exported, but what was delivered in the EU for that period? We also know that as well as the cases that have been granted for export, there are 8 pending cases. Can you tell us anything about those 8 pending cases, what vaccines they apply to, and what countries they apply to as well? And I was just wondering whether in the interest of transparency, I know that there's 92 countries that aren't covered by the regulation or the mechanism, but it would be quite interesting to know about some of the exports to those countries too, such as Israel, for example, which is way ahead of anyone else in the world in terms of its vaccination programme and has been using European-made vaccines. Just again, it would be interesting in order to make comparisons and judgments about what was going on. I would also really like to know, and I don't know whether the Commission produces a digest on this. You were talking about the list of ingredients that's covered by this regulation. It would be very interesting to know about the exports of those ingredients too, and perhaps the imports as well. Thank you for that. Thank you very much, Bruno, for this extensive shopping list of information. Glad that you have documents that go to Coreper. It's good to see that transparency is so wide. We were beaten to the bell in terms of providing you with the figures which were foreseen for publication with today's regulatory extension, but such is the name of the game. Now, in terms of figures for exports, we are now publishing on social media, in particular, every week the latest figures. As far as I can tell you, at the date of the 9th, we had overtaken the figure of 60 million doses delivered to the European Union. On the other figures, I will see with Miriam what it is that she can tell you on some of the issues that you have raised, perhaps. So on the figures, let me just clarify. Under the export authorization mechanisms, we receive a request from the companies that want to export, and they have to outline the number of doses. Under our customs system, we get the information in value and in volume. So unfortunately, we cannot compare both informations. We don't necessarily have the details on the number of doses that are exported outside the mechanism. So that's why it's very difficult to have a figure on the number of doses for those countries exempted. But we are really trying to gather as much information as we can. Then on the pending export authorizations, unfortunately, we cannot provide individual details of shipments. These pending authorizations mean that they have been introduced and there is still no reply from the Commission, because there is one working day for the Commission to react when the notification comes from a competent authority. So simply, they don't appear because we are still dealing with them. But we cannot provide details on how they, to which countries, etc., because we are providing this overall summary. And in fact, we already provide now a lot of information on what is going on in the European Union on this very important subject. Naomi, you have the floor. Hi, Eric. Thanks very much for taking my question. Naomi O'Leary, Irish Times. I have two. My first one is on when an export request is refused, as it was in Italy for the doses for Australia, what then happens to those doses? There's an impression that refusing permission means that that state, that particular government that refused the permit, takes the doses for itself. Is that the case? Or do they go into some sort of EU pot? Or what exactly happens? Is it then up to the pharmaceutical company to decide what its next move is? If you could clarify how that actually works, it would be really useful, as I expect we'll see more of these decisions going forward. My second question is about the Johnson & Johnson doses. I know that Sanofi has offered a factory near Lyon which it says can produce up to 12 million doses a day. But in your discussions with the pharmaceutical companies and all of the work, busy work of Commissioner Thierry Breton,
have you had any indications about when such EU-based manufacturing for the doses could begin? Thank you very much. Okay, your first question is for Miriam, your second question for Sonia. Thank you, Naomi. So the export authorization regulation does not foresee what happens with these doses. This is up to the company. So the manufacturing company that has the doses needs to decide what will be happening. But there is no requirement in the regulation as in relation to what will happen next. Thank you, Sonia. We seem to have a connection issue. Sorry, can you hear me? Yes, go ahead, Sonia. Yes. Thank you, Naomi, for your question. At this stage, we don't have any information about the specific request that you're making, about the production timeline. Sorry about that. I was inattentive to the response which was given by Sonia. I just wanted to clarify with Miriam exactly what I said. Naomi, I think it's very important to specify once again. The export mechanism, the export transparency and authorization mechanism is in no way anything that changes the ownership of the doses, right? It's simply a mechanism that concerns whether they can be exported to a particular destination or not. So if a decision like the Italian decision basically says, no, you cannot export, those doses remain, obviously, the doses belonging to AstraZeneca, which has enough commitments vis-à-vis the European Union to obviously then find a suitable destination, we hope, within Europe. Okay, we move to Ella. Ella, you have an issue with the source of your microphone. If you can try to address that. Go ahead. Okay, great. My question is also about Johnson & Johnson. I'm just wondering basically when the Commission is expecting the first deliveries, assuming that it is given the go-ahead today, and could you give us any information about a potential timeline for when those doses could be expected in the coming months? Thanks. Thank you. Stefan. Thank you very much for this question. As you know, we do not comment on specific delivery schedules per company. So I cannot tell you when exactly Johnson & Johnson is expected to deliver what at what time, in which month, in which quarter. What I would like to draw your attention to, however, is the fact that is what the President von der Leyen said, basically saying that as from April, we expect deliveries of 100, on average, 100 million doses, and the same average deliveries of 100 million doses in the months of May and June, so that by the end of Q2, we expect to have 300 million doses delivered by the different companies with whom indeed we have concluded advanced purchase agreements. Thank you. Virginie. Vous m'entendez? Absolument, vas-y. Alors, je vais revenir sur des questions qui ont déjà été posées, mais en fait, je suis confuse, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas du tout comprises. Par rapport aux États-Unis, pour revenir sur la question de James du départ, j'avais cru comprendre qu'effectivement des chefs d'État, dont Emmanuel Macron et aussi Mario Draghi, avaient dit il serait bon qu'on réfléchisse à la mise en place d'un mécanisme de contrôle des exportations qui porterait sur non pas sur le vaccin produit fini, mais sur toutes les composants du vaccin, puisque dans la chaîne de production, ça peut être un sujet. Mais là, je crois comprendre de ce qu'a dit Myriam que le mécanisme actuel est déjà utilisable pour une partie de la chaîne de production et pas que pour les vaccins finis. Donc là, je découvre quelque chose que je n'avais pas compris en fait avant. Donc est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu mieux? Et si le mécanisme actuel ne couvre pas l'ensemble des composants utiles à la fabrication du vaccin, est-ce que vous pouvez nous dire si il y a une réflexion qui est menée en complément pour un autre mécanisme ou compléter ce mécanisme plus tard? Enfin, j'en sais rien. Voilà. Myriam. Oui, Virginie, juste pour confirmer que le mécanisme actuel qui a été prolongé couvre les substances actives.
c'est pas que ça ne couvre pas, et ça couvre aussi les produits qui n'est pas encore final, mais qui doit être encore envoyé en pays tiers pour les fill and finish. Alors tout ça, c'est couvert depuis le début de l'application de la mesure. Voilà, donc ça ne couvre pas uniquement les vaccins finis. Ça couvre aussi des substances qui entrent dans la composition des productions qui rentrent dans la composition du vaccin final. Follow-up, Virginie. Et alors, est-ce que donc, d'accord, donc j'ai bien compris, mais est-ce que ça couvre tout ce qui rentre dans la production? Est-ce que c'est le global scope? Est-ce que ça couvre tout ce qui rentre dans la production d'un vaccin? Ou est-ce qu'il y a encore des éléments qui rentrent dans la production d'un vaccin qui ne sont pas couverts par ce mécanisme? Et si tout rentre dans ce mécanisme, pourquoi Emmanuel Macron, Mario Draghi et d'autres ont demandé à ce qu'il y ait un autre mécanisme complémentaire? Alors là, je ne comprends plus rien. Virginie, nous, on ne peut pas t'expliquer pourquoi certains chefs d'État et de gouvernement pose la question. Ce qu'on peut te dire, c'est ce qu'il y a dans le mécanisme. Maintenant, il ne faut pas oublier que un mécanisme, que la production d'un vaccin, comme on l'a dit, c'est 400 différents composants en moyenne. Et il y a aussi tout le matériel nécessaire pour la production des vaccins, etc., etc., etc. Donc, potentiellement, les choses seraient extrêmement, extrêmement vastes. Ce à quoi a fait référence Myriam, c'est une liste spécifique de différents stades intermédiaires dans la production du vaccin. Ça ne veut pas dire que chaque composant qui rentre dans la production du vaccin soit soumis à une autorisation d'exportation. Peut-être que c'est cela auquel il était fait référence. Tu comprends bien la complexité des chaînes de production où tu as énormément de choses qui rentrent, des machines qui sont nécessaires, et de cela sortent différents produits intermédiaires. Et le règlement s'applique à ces différents stades intermédiaires, mais pas à nécessairement tous les composants qui rentrent, si j'ai bien compris. Voilà, mais on sera ravis de revoir cela plus en détail avec toi en bilatéral si tu as d'autres questions plus spécifiques. Athanasios. Thanks very much. Allow me to go back to the issue of the AstraZeneca alleged side effects. You say that you're following the situation, but the EMA yesterday was very, very clear. They said that there are only 22 cases of multiple thrombosis or blood clot-related incidents over 3 million vaccinated individuals, which means that is lower than what blood clots appear in the general population, which also means that you are much more likely to get a situation like this by not being vaccinated and by contracting the coronavirus and getting COVID-19, which also means that the member states that took decisions to suspend vaccination with those batches from the AstraZeneca are taking a pseudoscientific, let's say, approach to the issue, and they're potentially playing with the phobias of the population. So since you already have guidance to the member states to speed up vaccinations as they can, will you also guide them very specifically to put aside all those, phobias and follow the scientific guidance from the EMA, which is, go on, there's nothing wrong with the bats? And are you going to raise this issue in one of the upcoming, as Commission, in the upcoming teleconferences with the health ministers? Thanks. Thank you. Question for Stefan. Thank you very much, Thasios. Yes, indeed, I said indeed we follow the science, which means that we follow the advice, the opinions of EMA, who continues to follow these things, who continues to monitor the situation of the vaccines as they are being administered. Let us not forget, however, that vaccination campaigns remain, and the vaccination itself, the organization of vaccination itself, is a member state responsibility. So in the end, member states have the responsibility to follow or to implement the vaccination campaigns, the vaccination strategies that they have set up, and to follow do you still hear me? I was lost. Okay.
And so I can only reaffirm that what I said before, that as far as we are concerned, we believe that the advice and the scientific advice of EMA is very important and has to be followed. We take into account, of course, the fact that member states have organized their vaccination campaigns on the basis of their own national rules, but I don't think there's anything at this stage that I could add to that. Thank you. Merci. Je passe la parole à Christian. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première qui est sur Johnson & Johnson. Je crois avoir compris qu'il y avait 400 millions de doses qui ont été sécurisées par la Commission européenne, dont 200 en option. Donc je voudrais savoir si, c'est la première question qui avait été posée par notre confrère, le fait que le président Biden dise les Américains d'abord, est-ce qu'il y a un risque que l'Union européenne ne reçoive pas cette commande de 400 millions de doses qui ont été sécurisées? Et ma seconde question, elle rejoint ce que vient de demander Athanasios. C'est vrai que les Danois, leur agence nationale de la santé a décidé de suspendre temporairement par crainte de formation de caillots dans les cas de vaccination. Bon, ma question, elle est sur la responsabilité. Si jamais, effectivement, quelqu'un va se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca sans savoir qu'il risque d'avoir un caillot alors que c'est un risque, qui est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le groupe AstraZeneca? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas fait le nécessaire pour assurer à ce que les gens aient toute l'information requise pour savoir à quel moment et quel vaccin ils peuvent choisir selon les tranches d'âge? C'est un peu ma préoccupation parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de seniors à vacciner. Ces gens-là ne savent pas très bien ce qu'ils vont recevoir. On les envoie dans des grands centres de vaccination. On leur administre un vaccin sans qu'ils aient demandé exactement le vaccin. Il y a très peu de consultations. Les campagnes de vaccination, ce n'est pas votre ressort, c'est le ressort des États membres, je le sais. Mais ma question, elle est qui est responsable? Vers qui on se retourne si jamais quelqu'un d'entre nous, un parent, vient à décéder d'une thrombose ou d'un caillot parce qu'il a été vacciné? Alors, on va prendre les questions en sens inverse. On va commencer avec Stéphane, puisque ça rejoint la question précédente, et ensuite on retournera à Sonia. Stéphane. Merci beaucoup. Donc, il faut faire une distinction entre différentes situations ici. D'abord, ce qui est important, c'est de souligner que les États membres sont responsables de suivre et d'utiliser les vaccins conformément aux recommandations telles qu'elles ont été émises par l'EMA. Donc ça c'est important, c'est une responsabilité qui incombe aux États membres, à la Commission, à tout le monde, donc de suivre les recommandations de l'EMA. En ce qui concerne la responsabilité en cas de side effects ou ce qu'on dirait liability, ça c'est une question c'est une question qui concerne évidemment le patient et la société. Ce que nous avons mis dans les contrats, comme tu le sais, c'est que les responsabilités qui s'appliquent, le régime de responsabilité qui s'applique, c'est le régime de la responsabilité en matière de produits. C'est donc cette législation européenne en matière de responsabilité des produits qui s'applique. Donc en cas de bonne utilisation de ces vaccins, ces règles s'appliquent. Voilà, merci. Merci. Et sur la première question, je passe la parole à Sonia. Oui, bonjour. Concernant la coopération avec nos homologues américains, comme Eric a déjà dit, le commissaire Breton est déjà en contact régulier avec son homologue M. Zins et aussi les membres du task force qui sont chargés de l'augmentation de la capacité de production des vaccins sont aussi en contact avec leurs homologues. Alors, on a une ligne directe avec les Américains pour discuter toutes les questions liées à la chaîne d'approvisionnement dans la production des vaccins, de la première étape jusqu'à la dernière. Et concernant le travail avec Johnson & Johnson potentiel, suite à l'approbation du vaccin Johnson & Johnson, le commissaire Breton va prendre contact aussi avec son homologue et discuter aussi comment la production peut être organisée, et ça aussi basé sur l'expérience qu'on a déjà dans l'Union européenne dans ce contexte-là. Merci Sonia. Je rajouterai deux mots, Christian, par rapport à ta question sur un potentiel risque. Tout ce que tu as décrit, Sonia,
est l'illustration du fait que nous sommes d'une part vigilants par rapport aux chaînes de valeur en ce qui concerne la production des vaccins. Nous savons à quel point elles sont complexes, nous savons à quel point elles sont multinationales, internationales plutôt, et donc à quel point il est important de les suivre de manière fine, donc vigilant d'une part et proactif de l'autre. Nous avons pris les devants pour nous assurer que nous puissions trouver des solutions afin d'assurer la livraison des vaccins à l'Union européenne comme prévu dans notre accord de préachat. Christian, tu as une question de suivi? Oui, en fait, je pense que tu as répondu, mais je veux être bien sûr, si on a encore des doutes sur le fait qu'on ait passé un contrat avec Johnson & Johnson et qu'ils ne pourraient pas livrer, ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est pour ça que c'était ça que je voulais comprendre. Celui qui, au jour d'aujourd'hui, ayant vécu ce que nous avons vécu ces derniers mois en ce qui concerne la production de vaccins, peut venir au travail le matin en se disant « tout va bien, Madame la Marquise, il suffit d'attendre que les doses arrivent », a besoin de se pencher un petit peu sur les événements récents. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est pour cela que nous avons initié des contacts avec nos amis américains, que nous avons une task force qui est en place et un commissaire, Thierry Breton, qui est extrêmement actif dans ses contacts quotidiens avec les entreprises qui nous livrent des vaccins. David. Merci Eric. David Carretta, Radio Radicale. J'aurais 3 questions si je peux. 2 sont liées au mécanisme d'exportation. On a entendu le PDG de CureVac au Parlement européen expliquer que, à cause de ce mécanisme et de la paperasse nécessaire et tout ça, il avait perdu 1 semaine pour exporter des vaccins vers l'Amérique du Sud. Et cela a eu un impact sur l'essai clinique qui est en cours de la part de CureVac. Je me demande si vous tenez compte de ça et si vous avez un dialogue avec les sociétés avec lesquelles, d'ailleurs, vous avez des contrats. Deuxième question, à propos des 250 000 doses et de la propriété. Est-ce que c'est possible pour une société déplacer ces doses vers un autre État membre et exporter à partir d'un autre État membre, ou vous avez ça sur le radar? Troisième question, c'est en général sur les chiffres. Les 34 millions, si j'ai bien compris, c'est juste pour les pays qui rentrent dans le mécanisme de contrôle. Et à partir de l'entrée en vigueur de ce mécanisme, est-ce qu'on peut savoir, si vous avez un chiffre, combien de doses ont été exportées par l'Union européenne en général depuis le début des campagnes de vaccination? Merci. Merci David. Je crois que Myriam a déjà répondu à ta dernière question en disant qu'il y avait, en dehors de ce mécanisme, des données de nature différente d'un point de vue, qui sont des données de nature comptable liées à ce que les douanes enregistrent en termes de volume financier que cela représente, et non pas en termes de nombre de doses. Donc il est difficile de comparer les chiffres que nous avons sous ce mécanisme et ceux qui proviennent d'exportation vers des pays qui sont en dehors de la liste. Sur les 2 autres questions, je te passe la parole, Myriam. Oui, en ce qui concerne les éventuels retards, juste pour rappeler, les mécanismes qui ont été mis en place ont des délais très, très limités pour justement éviter des retards. La demande est introduite à l'État membre qui a 2 jours ouvrables pour répondre et qui doit notifier à la Commission, et elle a 1 jour ouvrable pour répondre. Dans des cas exceptionnels, ça peut être prolongé. Excuse-moi, Myriam. C'est pas que l'État membre a 2 jours pour répondre. L'État membre a 2 jours pour envoyer son projet de décision à la Commission européenne. Voilà. Nuance, pas répondre à l'entreprise.
Donc elle notifie lorsqu'elle reçoit la demande immédiatement. Elle a 2 jours pour nous transmettre son projet de décision. Ça, c'est les délais qui sont prévus dans les règlements. Mais en pratique, ce qu'on voit, c'est que l'État membre notifie la Commission très vite dès qu'il reçoit la demande et que la Commission aussi réagit très vite. Alors ça, c'est raccourci vraiment en 1 ou 2 jours maximum. Ce qu'on a dit aussi aux compagnies, c'est comme elles savent à l'avance quand elles doivent exporter, elles peuvent introduire la demande avant d'exporter. Et comme ça, il n'y a aucun délai. Alors, en principe, on n'a pas vu vraiment de délai parce que les réponses ont été faites très, très vite. Donc je crois qu'il se peut que le cas auquel il était fait référence s'est produit au début de la mise en œuvre du mécanisme. Bien entendu, nous restons très attentifs aux besoins des entreprises, mais nous pensons que le mécanisme qui a été mis en place est rigoureux de ce point de vue-là. Il y avait une autre question qui concernait la possibilité pour une entreprise de faire transiter ces doses vers un autre État membre et de demander et de les exporter depuis cet autre État membre. Le même mécanisme s'appliquerait. Il devrait demander à ce nouvel État membre une autorisation d'exportation et donc ça reviendrait vers la Commission européenne et nous sommes évidemment extrêmement attentifs de ce point de vue-là. Continue. Peut-être pour clarifier ce point-là, et la demande doit être introduite là où la production se fait. Alors peut-être là, c'est encore plus limité que ça puisse être respecté à notre État membre et introduire une nouvelle demande. Je pense que vraiment, c'est là où l'usine est basée et les produits fabriqués qu'on doit introduire la demande d'exportation. Voilà, on continue. Jacobo. Bonjour, je voudrais savoir, parce que pour moi c'est un peu confus, donc il y a un vaccin AstraZeneca qui a été autorisé par l'Agence européenne du médicament, mais en même temps il y a plusieurs États membres, c'est pas seulement la Danemark, c'est aussi l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, qui ont décidé de suspendre la vaccination. Ce n'est pas un peu bizarre, je veux dire, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui ont suspendu parce qu'ils estiment qu'il y a un risque pour la santé publique, un vaccin, il y a d'autres pays qui n'ont. Est-ce que c'est possible que finalement ça entame une suspension générale de la vaccination avec AstraZeneca dans toute l'Union européenne jusqu'au moment de clarifier la situation? Merci. Stéphane. Merci beaucoup, Jacobo. Donc, comme j'ai dit, nous suivons l'opinion et les recommandations de l'EMA. Donc, ça, c'est très important. Ça n'empêche pas que les États membres qui sont compétents eux-mêmes des politiques de vaccination, de suivre des politiques ou des approches plus strictes que celles recommandées par EMA. Donc ça, c'est possible, prenant en considération, par exemple, les circonstances spécifiques de chaque pays, les politiques et les stratégies de vaccination, etc. Donc ça, c'est possible. Mais ces décisions nationales ne peuvent jamais aller à l'encontre, évidemment, de ce que l'EMA a proposé ou à l'encontre de l'opinion ou des recommandations de l'EMA. De notre côté, comme je viens de le dire, ce que nous faisons, c'est nous suivons l'approche, les opinions de l'EMA. L'EMA continue à suivre, à faire un monitoring de ce qui se passe dans le cadre de l'utilisation des vaccins et comme je viens de dire, nous suivrons évidemment les opinions, les consignes de l'EMA dans ce domaine. Merci. Merci Stéphane. Je passe la parole à Angela. Je vois que plusieurs personnes ont visiblement de nouveau levé leurs mains pour poser des questions sur ce sujet. Je vous demanderai votre compréhension. Je passerai d'abord la parole aux collègues qui n'ont pas encore eu l'opportunité de poser une question aujourd'hui. Angela. Yes, thank you, Eric. I wanted to know whether it is possible to know if among the 34 million doses which have been exported from the EU since February, there are doses of AstraZeneca vaccines as well. Thank you. Yes, thank you. I can confirm that AstraZeneca has introduced export requests for samples for clinical trials. So, as you know, we're not giving figures, breakdowns by company, but I think it's legitimate to remind everybody that the purpose of this mechanism
is to ensure that the vaccination strategies of the member states are not impacted by exports. And in that context, obviously, if a company comes to us with a request for a small number of export-related to trials or to other types of development work which is ongoing with the vaccines, obviously that is considered legitimate. James. Oh, sorry, Angela, you have a follow-up. No, just to know if I've understood correctly. So AstraZeneca has asked other member states to export some a certain quantity of vaccines to non-EU countries, and they had the authorization to do it. Well, you need to take into account the caveat which we have just expressed to you. That is to say that, yes, for small quantities of vaccines, we're talking sometimes dozens or hundreds or things like that, requests are considered legitimate. James. Doorbell just rang. The doorbell rang just before I was called, so I've had to run back from across the other side of the room. Yes, sort of a slightly theoretical question. Is there anything in the EU rules that would stop, for example, Ireland accepting a British offer of surplus coronavirus vaccines in the future, please? Or would that be deducted from their, I don't know, their overall EU share? So I hope that was clear. That's really way too theoretical a question, dear James. We're not going to go into that. Pascal. C'est une question, Stéphane, toujours sur le cas autrichien par rapport à AstraZeneca. Tu as évoqué le premier avis préliminaire donc, de l'EMA. Dans quel délai pourrait-on avoir un avis, je dirais, définitif? Et puis, sur les 4 pays qui ont suspendu la vaccination, toujours AstraZeneca, provenant de ces lots, j'ai vu que ces lots avaient été envoyés dans 17 pays. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment fonctionne la traçabilité de ces lots? Comment peut-on être sûr, en France par exemple, que l'un de ces lots n'a pas été envoyé dans un coin reculé de la Normandie ou de la Bretagne, sachant que sur les effets secondaires, je vois que l'Agence du médicament en France rapporte 2000 déclarations d'effets secondaires de forte intensité. Et juste pour clore, tu vas me dire, c'est pas la casquette de Thierry Breton, mais je voyais que tous les matins, à 5 heures du matin, il est en visio avec le PDG d'AstraZeneca, qui se trouve en Australie. Est-ce qu'il a évoqué cette question qui pourrait être liée aussi à un défaut de qualité dans la fabrication du vaccin? Merci. Je passe la parole à Stéphane sur tes différentes questions. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que l'EMA a donné son avis préliminaire. Je pense qu'il faut voir avec l'EMA quel est le timeline, quel est l'agenda pour arriver à un avis moins préliminaire, voire final. J'imagine que ça dépendra évidemment de la disponibilité de données scientifiques, mais c'est pas à moi de faire cette analyse. Donc je te propose de vérifier ça avec les collègues de l'Agence des médicaments européens. En ce qui concerne la traçabilité, je tiens peut-être à souligner que la livraison des doses des différents vaccins se font sur base d'ordres d'achat et que ces ordres d'achat sont conclus entre la société et les États membres et que ces ordres d'achat identifient les vaccins qui doivent être livrés, les lots qui doivent être livrés. Donc je pense qu'il y a certainement un système qui permet en effet de suivre ou d'assurer la traçabilité des lots. En ce qui concerne les discussions entre le commissaire Breton et Sorio, je pense que c'est peut-être plutôt à ma collègue Sonia peut-être d'en dire quelque chose si elle a des éléments. Sonia, je ne sais pas si tu as des éléments sur cela.
Oui, bonjour. En fait, ce que je peux dire en général est que le commissaire Breton est en contact régulier avec tous les PDG des compagnies pharmaceutiques avec lesquelles on a conclu des contrats. Et aussi, ça inclut le contact avec le PDG de AstraZeneca. Et en général, il discute des questions qui relèvent de la montée de la production pour assurer que l'Union reçoit toutes les doses qu'on a conclues dans les contrats. Et normalement, il discute des questions qui relèvent de sa compétence. Donc Pascal, je ne pense pas que le fait que tu le rapportes ait fait l'objet de discussions détaillées. Si c'était le cas, nous reviendrions vers toi. Tu as une question de suivi? Oui, c'est une. Alors là, c'est Stéphane qui a évoqué tout à l'heure les problèmes de responsabilité entre les patients et les laboratoires. Est-ce que vous pourriez nous fournir, concernant ce régime de responsabilité européen en matière de produits, je dirais les grandes lignes et les grands principes de ce régime? Stéphane. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous les producteurs de produits. Donc ça ne s'applique pas uniquement aux producteurs de vaccins, mais à tous les produits. Ça veut dire tout simplement en deux mots que le producteur est responsable lorsque, dans le cadre de l'utilisation des produits, des problèmes se présentent. Ça, c'est la règle, je dirais, de base. Le producteur a la responsabilité d'assurer qu'il livre des produits qui respectent certains critères, certaines certifications, certains éléments. Donc c'est une responsabilité qui incombe à cette société. Et lorsqu'il se pose des problèmes dans ce domaine, eh ben, la société peut être tenue responsable. Évidemment, des questions de responsabilité sont toujours très compliquées. Ce sont des éléments avec des éléments juridiques qu'il faut prendre en considération, mais peut-être en deux mots, on pourrait peut-être le résumer de cette manière-là. Okay, we will take a couple more questions. We go back to Oliver, who I see is very chatty today on our application. I feel a bit like a teacher who has students who on the one hand are following class and on the other talking to their fellow students in the classroom. Oliver, watch out. I'm watching what you're writing. Go ahead. Hi, thank you. Well, it's always good to be a bit scatterbrained as I am, so you can do 5 different things in parallel. And just as a comment, I think the oeuvre of Peppa Pig cannot be applauded enough in all European channels. So thank you also, James, for the bunting in the background. More seriously, Miriam, a question on the exports, the not justified, the how do you say it, the not authorized export in Italy. Did you actually check with AstraZeneca what they intend to do with that badge? And if you didn't, do you plan to ask them what's going to happen to these vaccines? And more generally, since we've had the problem with contracts not being fulfilled by the producers, can you give us examples of what the Commission is going to do now in order to make sure that the contracts are fulfilled? I mean, do you actually send inspectors to factories or I don't know, filling stations or something like that to give us something concrete for our readers? Thank you. We give you many, many concrete things for your readers, Oliver. We'll continue. Miriam. Yes. As I highlighted before, the regulation does not foresee any follow-up. So what happens with the doses, as Eric explained, they belong to the company, and we don't have any requirement that we would need to discuss with the company. Then on the, sorry, what was the second question? The question is not actually for you. It's rather more generally on what it is that we do in order to make sure that the companies comply with the APAs. Oliver, you have seen that we have put in place a task force, as Sonia has described it extensively in her previous answer. A commissioner is following these issues on a day-to-day basis, Thierry Breton. Thierry Breton has visited already many production sites across Europe, and as you know, we have the steering board, which meets regularly and discusses with the companies their productions schedules and their delivery schedules to the member states. That is the framework in which we are operating.
Francesco. Sorry, can you hear me? Yes, go ahead, Francesco. Just going back to the the Danish decision today. Don't you think it's a bit odd that the toughest measures, I would say, even destabilizing, if not confirmed, on the AstraZeneca vaccine and its alleged side effects, are taken by the very two countries, Austria and Denmark, which pushed you the hardest to speed up approvals of the AstraZeneca vaccine and other vaccines, and even called for deliveries of AstraZeneca doses before EMA authorization, which is illegal and dangerous, unfortunately was discarded. So don't you think this is a bit odd, given that it's coming exactly from these countries who wanted the vaccines authorized by EMA as quick as possible, and now they have the biggest misgivings? Thanks. You know, the logical arts tell you that you need to be always very, very careful not to confuse correlation and causality. I invite you to read the books of Gödel in this respect. It's certainly not here on this podium that we're going to start getting into this sort of consideration. We trust that member states, when they are taking decisions that impact on the health of their citizens, do this based on the best possible effort that they can make in relation to the developments that are taking place in their countries, and we will really limit it to that. Naomi. Thank you very much for coming back to me, Eric. Yeah, just a quick one. The Baltic states have written to the Commission to ask for proactive response to create a mechanism for distribution of vaccines within member states. So if they're, or between member states, if some have a stockpile because they haven't given them out yet, to give them to others which are in need, and so on. I know that this can be discussed in the steering board. There's no reason why it can't be discussed among member states, but it looks like the Baltic states are looking for something more concrete than that, a specific mechanism to allow that. And they've written to Commissioner Stella Kyriakides about it. Do you have a response to that request? Thank you. Stefan. I don't. Half of what Naomi asked was gone, but I think I can say maybe a few things. I understand that the letter has been written. We're looking into it, and we will, of course, give the necessary consideration as we always do. I would like to add also that, and Eric referred to it already, we have indeed a steering board with representatives of the Commission of all the member states, in the context of which we, of course, very closely follow the implementation of the contracts, the delivery of the vaccines, obstacles and issues that may have been that the member states are being confronted with, and how we can better deal with this. So this is a situation. The state of play of the delivery of the vaccines is, of course, something which is closely followed in this context, and sometimes indeed in the presence of the companies concerned. Thank you. Virginie. Tu es la dernière avec la main levée, donc nous clôturons le sujet vaccin qui nous a quand même occupé une bonne heure, et nous passons à un autre sujet alors. Merci. Virginie. Hongrie, oui. Je t'en prie. Oui, la Pologne et la Hongrie ont porté plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne sur le mécanisme état de droit. Voilà, je voulais savoir si vous aviez un commentaire à faire, et je voulais aussi savoir si vous saviez comment avancer le processus de ratification dans ces deux pays. Il semble que ce soit compliqué en Pologne, mais déjà la plainte. Le processus de ratification de la décision ressources propres, tu veux dire? Virginie. Ratification de quoi? De la décision ressources propres? D'accord. Voilà l'homme idoine pour répondre à ces questions. Bonjour et merci pour m'avoir donné l'occasion de rentrer sur le podium après quelques semaines, je pense. Donc, par rapport à la première question, bien sûr, on a vu les nouvelles dans les médias. On
prend note de ce développement. Bien sûr, tous les États membres ont le droit de faire appel à la Cour de justice. Et je pense que si on a suivi le débat à la fin de l'année passée sur cette question, et si on a lu les conclusions du Conseil européen de décembre passé, ce n'est pas une surprise. Donc, sur la deuxième question, concernant la nouvelle décision sur les ressources propres, donc à ce stade, on a 9 États membres qui ont ratifié cette décision. Donc, un tiers des États membres ont déjà achevé ce processus. Le dernier État membre, à cet égard, c'était l'Espagne. Donc voilà, 9 États membres. Pardon? Virginie, tu as un follow-up? Oui, est-ce que je peux savoir quels sont les 9 États membres, s'il te plaît? Donc, c'est la Croatie, Chypre, le Portugal, la Slovénie, la Bulgarie, la France, le Malte, l'Italie et l'Espagne. Recompte pour voir si ça fait 9. Au bout d'une heure et quelques sur le podium, on n'est plus sûr de rien. Odile. Oui, bonjour, merci Eric. Selon les échos qui nous parviennent de Syrie, il apparaîtrait que les Syriens dans les camps de réfugiés des pays voisins bénéficieraient plus facilement de l'aide humanitaire que ceux qui ont décidé de rester sur place pour ne pas abandonner les malades, les personnes vulnérables, les orphelins. On nous cite le cas de médecins et personnels soignants de la ville d'Alep qui auraient pu s'exiler relativement facilement en France, aux États-Unis, où ils ont des parents, mais ont choisi de rester au service de leurs infortunés compatriotes vivant depuis tant d'années dans les ruines, les coupures d'eau, d'électricité, de chauffage, le manque de médicaments en temps de pandémie et avec une monnaie dévaluée de surcroît. Merci de clarifier la situation à la veille de la conférence sur la Syrie qui va se tenir le 29 et le 30 si j'ai bien retenu. Merci. Je ne sais pas dans quelle mesure nous sommes en mesure de faire un commentaire sur ce sujet, mais je passe la parole à Balázs. Donc, ce qu'on peut certainement dire, c'est que de manière générale, on a mis à disposition une grande quantité d'aide humanitaire pour la Syrie, notamment pour les projets humanitaires qui se déroulent en Syrie. Il faut rappeler qu'on travaille toujours à travers des organisations militaires partenaires et aussi à travers des organisations internationales, y compris les Nations Unies et ses agences. De manière générale, comme vous le savez, on suit de très près les 4 principes fondamentaux de la loi humanitaire internationale. Donc, ce sont la neutralité, l'indépendance, l'impartialité et l'humanité. Donc, plus spécifiquement, je vais devoir regarder les chiffres. Voilà, les problèmes que vous avez cités, je ne suis pas au courant, donc je vais devoir me renseigner. Je vais devoir revenir vers vous de manière bilatérale au cours de l'après-midi. Merci, Balázs. OK, je vais prendre une dernière question pour le Midday aujourd'hui. Et c'est Christian. Yes, thank you and good afternoon. A short follow-up, please, to the rule of law. What does Poland's and Hungary's lawsuit mean for the application of the rules now? Will the Commission wait with a possible initiative until the lawsuit has been decided, or will you go ahead? Thank you. Sorry, initiative on what, Christian? To applicate the rule of law, maybe against Hungary, maybe against Poland, maybe another member state. Okay, I'll give the floor to Balázs. Yes, so I think what's really important is to recall that the regulation came into force on the 1st of January, which means that we have been monitoring the situation since then. And as the President has said on a number of occasions, no case will be lost. The regulation is in force. And also, I should add that we have a number of different tools at our disposal to protect the EU budget or the financial interests of the EU. So this regulation will be an additional element in this toolbox. And the last remark, if I may, as we've said before, we are also working on a handful of guidelines which will guide the operational application of this regulation.
I think, Christian, your question refers to the fact, to complement what Balázs has said, that we will wait for the outcome of the court case before we were to act on any acts that would have taken place since the entry into force of the regulation. That's correct. So the fact is that, as Balázs is saying, no case will be lost. We will wait to hear from the court, and then we will act upon any acts that require action on our side. Now, let me just add that we are very confident in the legality, obviously, of this regulation. Okay, thank you. That brings us to the end of today's midday briefing, and we look forward to seeing you again tomorrow. Thank you very much.